Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et nous en livre les dérives, les dérapages et puis parfois quelques rares accomplissements. Alors ce programme n'existe que grâce à vous. Alors n'oubliez pas de nous soutenir. Et si vous voulez nous voir sur la TNT, eh bien il faut signer la pétition tntdesindés.fr. Allez, c'est parti pour L'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, chère Amira, que j'ai toujours du plaisir à retrouver, je le redis, parce que dans quelques temps, je ne pourrai plus trop le dire. Donc... Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Qui se prépare, au loin. Alors Mourad, avec nous, aujourd'hui, on a un invité, le député LFI Aurélien Santoul, et son regard sur les médias nous intéresse beaucoup. Déjà, premièrement, parce que LFI, on le sait, particulièrement visé par les médias français ces derniers temps, et parce que, monsieur Santoul, vous étiez rapporteur de la commission d'enquête sur la TNT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Mourad, on va commencer par ton traditionnel préambule. Comme je le disais, LFI est particulièrement visé par les médias, les musulmans aussi. Ça donne les propos et de... les Palestiniens, ça fait trois catégories les plus visées depuis quelques temps maintenant que cette chronique existe, depuis octobre 2023, justement. Alors, tout ce mélange, ce combo, ça donne les propos de Nathalie Saint-Cric, selon lesquels déjà le vote musulman existerait, comme si la communauté musulmane partageait un seul cerveau. Et ce vote-là serait antisémite, donc LFI, et on entend ça non pas sur les chaînes Bolloré, mais sur le service public, Mourad. Ah, c'est bien le problème, c'est la fameuse fenêtre d'Overton dont je parle assez régulièrement, à savoir qu'on entend maintenant des propos sur le service public, on en reparlera évidemment, qu'on entendait avant plus à droite sur l'échiquier des médias et que ça commence à poser un léger problème. On avait parlé de Nathalie Saint-Cric il y a quelques semaines, c'est parce qu'elle était venue quasiment claquer la bise à Eindhoven au cours d'une cérémonie pour le retour des otages, ce qui est tout à fait louable. Simplement, elle avait un peu surjoué et on avait bien compris qu'il y avait une sorte de copinage autour de ces questions et ça c'était un petit peu dérangeant là. Comme vous l'avez sûrement vu, c'est l'événement de la semaine, elle a littéralement touché le fond de la piscine en tenant des propos et ensuite en rétro-pédalant, mais les propos qu'elle a tenus, comme tu le dis justement, alors qu'après elle a essayé de s'expliquer. D'ailleurs, ils ont beaucoup de mal, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont beaucoup de mal, le service public, à reconnaître leurs erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disent oui, mais. Bah non, il n'y a pas de oui, mais. Écoutez bien, et je remercie votre collègue d'ailleurs, Alexis Corbière, pour avoir aussitôt réagi. Je vous laisse écouter si vous n'avez pas déjà entendu. Raphaël Enthoven et le Richard Malka, il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je ne parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord ? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien ? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman ? Quel est le rapport ? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman ? Ah oui ? Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des... Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils ne peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Donc suite à ça, elle va, donc comme je le disais, rétro-pédaler, puis dire qu'en fait non, c'est pas les musulmans qu'elle attaquait, gna gna gna, c'était LFI qui pensait que les musulmans étaient antisémites et qui donc allaient verser dans l'anti... Enfin pouf, c'est du gloubi-boulga, voilà, de la belle époque de l'île aux enfants. Je trouve ça assez grave, d'autant qu'elle a des responsabilités. Genre c'est pas une pigiste comme moi je suis. Enfin, je veux dire, elle a quand même des responsabilités importantes au sein de France Télévisions. Je trouve ça un peu gênant. Alors, elle s'est expliquée. Et puis, il y a eu des gens comme Lucas Jakubowicz ou Goldnadel qui sont venus à la rescousse et qui ont raconté qu'il y avait des sondages, des études. Alors, c'est marrant parce que les études, moi, c'est ce dont je me sers pour déconner. C'est-à-dire que pour me moquer d'eux, je leur dis oui, d'après une étude norvégienne ou une étude islandaise, je vous assure que c'est vrai. Bah non, c'est invérifiable. Et donc, là, ils ont sorti des sondages à la con pour pouvoir expliquer que oui, elle avait raison et que gna gna gna. Enfin, voilà quoi. Et donc, ça fait un entre-soi qui est assez nouveau.
nouvelle fois, assez dérangeant, me semble-t-il, d'être soutenu par Golnadel et Jakubowicz. Il faut quand même, faut se poser des questions à un moment donné. Allez, Mourad, on va passer sans plus tarder au top. Alors, le premier top de la semaine, il s'appelle Top Exemplarité. Ça fait du bien, c'est un vrai top. Et c'est nos amis belges qui montrent une fois de plus, l'exemple. Quand c'est pas les Québécois, c'est les Belges. Mais là, il y a deux vrais tops. Parce qu'il y a souvent des tops paradoxaux, des tops qui n'en sont pas en vérité, mais il faut bien trouver des choses positives, même dans le négatif. Là, c'est des vrais tops. C'est l'espèce de magie de Noël, un peu comme les téléfilms à la con, là, sur M6. C'est peut-être ça qui fait que j'ai réussi à trouver quelque chose de positif. Mais c'est pas en France. Hein. Non, c'est pas en France. Mais c'est quand même Éric Antoine qui va se retrouver chez nos amis belges de LN24. Alors, je rappelle qu'LN24, cette chaîne avait dégagé un espèce de chroniqueur racelard et propagandiste qui était venu expliquer qu'en pleine famine et en plein bombardement sur Gaza, il avait vu des enfants qui mangeaient des crêpes au Nutella. Et donc, le coup d'après, ils ont dit, mais face cam, avec une virulence qui m'a surpris parce que je suis habitué aux médias français, que plus jamais il foutra les pieds sur le plateau, plus jamais il sera invité, et ils ont présenté leurs excuses aux téléspectateurs. C'est donc des gens absolument extraordinaires. Là, écoutez la manière fine avec laquelle Éric Antoine va parler de CNews. Je vous laisse écouter. On a quand même des images de présentateurs aussi, notamment en France, qui font beaucoup de gestes quand ils s'expriment. On peut citer un Pascal Praud ou même un Cyril Hanouna. Oui. Ah bon ? Donc ça cache des choses derrière, en fait. Ben oui, parce que c'est terrible. Mais en fait, alors, ce qui est pour moi qui est très important aussi, parce que évidemment, de sensibilité. Je suis vegan, je suis écologiste, je suis féministe, je suis woke. Vous n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Moi, je pense que c'est un discours de détournement d'attention. Je pense que l'attention, le problème, c'est le jeu. Mais encore une fois, c'est pas Pascal Praud que je n'aime pas, et je dois dire que je pense qu'en plus, dans ce qu'il dit, parfois, il y a des choses vraies, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui touchent vraiment, il y a des choses qui parlent à des millions de personnes. C'est par hasard que ça parle à des millions de personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont puissantes derrière ça. Mais le problème, c'est pas de trouver un bouc émissaire, qui me semble être leur mission, c'est de changer les règles du jeu. Puis c'est souvent les mêmes boucs émissaires. Et c'est toujours les mêmes boucs émissaires. Sortis, notamment le mot islam et le mot évidemment. Musulman, par exemple, un jour, j'ai fait une vanne, j'ai dit un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Sauf que, et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, sauf que si tu tapes France Info racisme, tu vois tous les dossiers sur le racisme, tu tapes CNews raciste sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès à Defer, les procès à Pro, donc, par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc, ce n'est pas une chaîne d'info. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que ils sont convaincus de leurs faits et ils sont en souffrance. Donc, moi, j'entends la souffrance, j'entends le mal-être, j'entends que ça correspond à toute une partie de la société. Et ce qui m'intéresse, c'est de discuter de ça. C'est de discuter de cette souffrance et de comprendre ce qu'il y a derrière cette souffrance. C'est pas con. Le coup de taper France Info racisme, vous tomberez sur des articles et des enquêtes sur le racisme. Et si vous tapez CNews racisme, vous allez tomber sur toutes les condamnations. Effectivement, ça valait le coup d'être souligné. Bravo, cher Éric Antoine, le fameux prestidigitateur et animateur de diverses émissions. Alors l'autre, il va aller à Guillaume Farde. Alors Guillaume Farde, je ne m'attendais pas. Il m'a accueilli là, sur ce coup-là. Il va, alors vous allez voir, c'est en deux temps. Il va d'abord expliquer qu'il faut prendre avec des pincettes les fameux pourcentages qui traînent sur tous les trucs valorisés, à savoir que 60, je ne sais plus combien, enfin X dizaines de pourcents des délits et des crimes sont faits par des étrangers. Mais qu'en fait, non, il faut relativiser. C'est les fameux pourcentages qui font que... Et puis de choses élucidées. Je vous laisse expliquer. C'est un peu complexe, peut-être même un peu trop complexe pour Pascal Praud et ses amis. Je vous laisse écouter. Monsieur Valex a dit il existe des chaînes info privées qui savent différencier corrélation, causalité, expliquer pourquoi une surprésentation statistique ne signifie pas forcément un lien entre immigration et délinquance, comme l'expliquent toutes les études scientifiques. Toutes les études. Voilà. Donc l'espace médiatique, pour résumer, ne veut pas faire de lien entre l'immigration et délinquance. Ça, c'est l'espace médiatique. Et ils ont un porte-parole formidable. Guillaume Farde. Il faut faire très attention avec ça parce qu'on dit que les cambriolages sont élucidés à 6% seulement. Oui.
Et on vous dit les étrangers représentent 35% des mises en cause, mais des mises en cause dans les affaires élucidées. Donc en fait, il faut quand même garder à l'esprit que 94% des affaires ne sont pas élucidées et que sur le tout petit échantillon de 6%, vous avez identifié 35% d'étrangers. Ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir un biais qui consisterait à aller chercher prioritairement des étrangers parce que c'est des affaires plus faciles à élucider dans beaucoup des cas. Pourquoi ? C'est plus facile. Pourquoi ? Parce que souvent ils prennent moins de précautions. Parce que aussi c'est des migrants en situation irrégulière, il n'y a pas de logement, ils sont à la rue, ils vont aller voler un logement, ils vont être suivis par une équipe de sécurité publique qui est dans la rue. C'est des affaires qui sont parfois plus faciles. Attendez, Guillaume, là vous nous dites, c'est pas qu'il y a plus d'étrangers qui commettent des crimes ou des délits, c'est qu'ils se font plus gauler. Ça peut être le cas. Il faut faire très attention à ce biais parce que, en fait, si vous prenez juste la statistique 35% de mise en cause dans les cambriolages, le raccourci est hyper rapide. Vous dites, mais en fait, c'est les étrangers qui cambriolent en France. Moi, je dis, attention, il y a 94% des cambriolages irrésolus, c'est-à-dire que l'immense majorité des auteurs, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Donc, on ne peut pas leur prêter si facilement une origine. Donc, je dis, attention aux distinctions. Et surtout que dans les enquêtes, il y a toujours des biais. C'est-à-dire qu'un enquêteur, quand il commence à enquêter, il va d'abord commencer par regarder qui a déjà été condamné dans une affaire précédente. Ça lui fait gagner du temps. Sauf que si c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné et qui est un multi-réitérant, vous pouvez passer à côté d'un éléphant au milieu de la pièce. Vous savez que c'est comme ça que vous êtes passé à côté de l'affaire du pire violeur de l'histoire récente, Dino Scala, le violeur de la Sambre, qui avait violé des centaines de femmes, parce qu'il n'avait jamais été confronté à la justice. Les enquêteurs cherchaient un étranger, justement, disant, mais ça, c'est forcément un étranger, c'est quelqu'un qui ne viole que dans la rue, donc c'est un truc d'étranger. Ce que disaient les enquêteurs. Et en réalité, on est passé à côté d'un homme qui était parfaitement inséré et qui était un violeur multirécidiviste. Il faut faire très attention aux biais, et notamment aux biais dans l'esprit des enquêteurs. Et donc, qu'est-ce que va faire Pascal Praud et ses petits copains ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de le ridiculiser, le traîner dans la boue, en expliquant que c'est un collabo du révisionnisme des chiffres, de l'impact de l'immigration, et ils vont se forcer à rire aux éclats. Et regardez bien, ce jeu de dupes est complètement ridicule et montre bien qu'ils n'ont aucun argument à lui opposer. Cette démonstration a été implacable. Je vous laisse écouter. Monsieur Fard, c'est un champion du monde. Monsieur Fard est une œuvre d'art. Si vous voulez le label, vous dites un truc auquel on comprend absolument rien. Ah si, on comprend. On comprend là. La réalité n'existe pas. Voilà, on comprend que la réalité n'existe pas. Non, mais Orwell est enfoncé. Mais moi, je le suis, cet homme. Avant, il était sur BFM, maintenant sur LCI. Mais qui continue LCI à le mettre en place, je vous assure, mais qui continue, surtout qui lui donne la parole. Il va faire une très grande carrière. Mais c'est formidable. Donc c'est, en fait, alors effectivement, lui, alors il sera dans le ministère de la Vérité. Il aura un poste, il sera secrétaire. Il aura le super label. Oui. Non, mais il démontre parfaitement. Il est inaudible. Il vide la salle. Oui. Non, on comprend. Et il démontre que les gens qui calculent trop sont des gens qui comptent pas. Alors, Aurélien Saint-Toul, on est là au cœur d'une problématique. À savoir que, généralement, sur les chaînes du type CNews, Europe 1 et compagnie, on peut raconter tout et n'importe quoi sans base réelle. Lui explique que scientifiquement, oui, c'est presque de la science, puisqu'on parle de chiffres. Il va expliquer scientifiquement que non, et par empirisme, puisque c'est son domaine de compétence et de prédilection, la justice et le droit, il va, même si on peut être en désaccord avec lui sur d'autres choses, mais enfin, il va expliquer de manière assez minutieuse, assez fine que non, il faut faire gaffe aux chiffres, il faut regarder comment les policiers vont sur le terrain, nanana. Par contre, en face, on peut raconter n'importe quoi, on peut ridiculiser, manipuler les chiffres. Est-ce qu'on a une arme, est-ce qu'on a quelque chose qui permette, à part la saisine de l'Arcom, est-ce qu'on a quelque chose, une arme qui permette de quantifier ce genre de choses et puis d'y parer ? Malheureusement, avoir une arme, il y a la rigueur, il y a la morale, il y a les armes de la déontologie journalistique ordinaire. Donc, a priori, on ne devrait pas sombrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est que ça remonte de façon très, très claire le lien qui existe entre le racisme, tout ce qui pose un problème du point de vue de l'opinion. Alors, on rappelle, le racisme n'est pas une opinion, c'est une forme de l'injure, en fait, c'est une variété d'injures collectives. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent un peu embobiner dans l'idée que la liberté d'expression devrait permettre ou permet de dire tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit d'injurier les gens. Du coup, vous n'avez pas le droit de tenir des propos racistes, puisque, en fait, le racisme, c'est une incrimination collective. Donc, c'est une injure collective. Et donc, vous voyez que ces gens, dès lors que vous leur opposez des faits, il n'y a plus rien. Donc, c'est le lien très fort qui existe entre racisme et désinformation qui est intéressant. Oui, c'est vrai. Parce que
non seulement, bon, ils sont racistes, ce qui n'est pas bien moralement et tout ce que vous voulez, mais que la condition pour que ça avance, c'est qu'on jette par-dessus bord tout ce qui fait le travail normal d'un journaliste, qui peut avoir ses convictions le reste du temps, mais qui quand même, d'habitude, se raccroche à des faits. Et ce qui fait qu'on a complètement basculé chez CNews, c'est que ces gens ne tiennent plus aucun compte des faits. Ils ne peuvent pas arriver en disant « moi j'ai une étude, j'ai ceci, j'ai cela », parce que de toute façon, ils réprouvent totalement l'usage de la raison. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment frappant dans le débat public actuel, c'est que dès que vous mobilisez un argument scientifique, vous disiez c'est scientifique, peut-être pas scientifique, mais en tout cas c'est factuel, il y a une méthode pour essayer d'établir des faits, et bien à chaque fois on vous dit vous êtes en train de faire de l'intellectualisme, vous êtes en train de noyer le poisson, etc. Ça c'est très caractéristique de l'extrême droite depuis toujours. Bon, moi je suis un littéraire et je me rappelle dans mes années d'études littéraires, on lisait Roland Barthes et dans Roland Barthes vous avez tout un passage dans les mythologies sur le poujadisme. Et le poujadisme, le rapport au monde intellectuel, ces gens-là, ce sont des intellectuels. Intellectuel était une injure. Vous êtes un intellectuel, vous n'avez pas connaissance avec le vrai monde parce que en fait vous êtes dans les livres et le vrai monde c'est pas les livres, etc. Bon, ils réactivent ça de façon très très forte. Complètement. Et ça avait disparu. Et c'est l'une des grandes forces, je crois, du fonctionnement de ces news et de l'extrême droite actuelle. Et moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, qui me préoccupe, parce que je pense que c'est lié aussi à une façon dont l'école a été mal vécue ou mal perçue par une très grande partie de la société. Et en tant que prof, voilà, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis. Bon, j'ai tiré un peu le sujet, mais je crois que si on veut lutter contre l'extrême droite, il faut qu'on arrive à penser ça, la façon dont, dans la population, on a ou on n'a pas de rapport avec la production de connaissances, avec le monde intellectuel, etc. Et le sentiment qu'il y a un entre-soi intellectuel, dont vous parliez tout à l'heure en parlant de Nathalie Saint-Cric avec Enthoven, etc., je pense que c'est aussi un des trucs très puissants. C'est pas très rationnel, mais on a la sensation que ce monde-là est le même. Les universités, avec un universitaire ou un quasi-universitaire comme Enthoven, et puis le monde des dominants, du pouvoir, etc. Et qu'à l'inverse, on se retrouve avec des gens qui sont les valets de milliardaires, qui appartiennent totalement à l'oligarchie, mais qui, eux, arrivent à faire un pas de côté et à faire croire qu'ils sont les représentants des intérêts des classes populaires, etc. C'est des choses qui sont pas nouvelles, qui viennent notamment des États-Unis. Il y a un bouquin qui m'a marqué, qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» je ne sais plus quel est son prénom, mais c'est Franck, son nom de famille, et qui s'interrogeait sur la façon dont les républicains avaient réussi à gagner aux États-Unis, alors que leur programme traditionnel, c'était de couper les impôts des plus riches. Et il se disait, mais pourquoi les pauvres se mettent à voter pour des programmes qui coupent les budgets publics, les budgets sociaux, parce qu'il y avait de l'aide sociale aux États-Unis, et pourquoi, à l'inverse, ils soutiennent des programmes qui permettent aux plus riches, aux milliardaires, aux gens comme Trump, etc., de ne pas payer d'impôts alors que ça ne les concerne pas. Et il montre comment il y a une bataille culturelle qui a été lancée autour de la question des modes de vie. Alors les États-Unis, c'est un très grand pays, les gens évidemment ont des modes de vie assez différents. Si vous êtes avocat sur la côte Est, évidemment vous n'avez pas le mode de vie d'un ouvrier au Texas, etc. Eh bien, il montre de façon vraiment convaincante qu'il y a toute une manœuvre... je ne sais pas si elle était complètement concertée au début, mais qui est devenue quand même très typique, de la mise en cause des élites, alors des élites politiques, démocrates, en disant, mais vous voyez, eux, en fait, ce sont des avocats à New York, ils ne vivent pas comme vous. Et ce n'était pas une critique sociale, parce que évidemment, les milliardaires républicains, ça marchait de la même façon. Ils étaient tout aussi riches, etc. Alors bon, les démocrates ont bien aidé en menant des politiques de droite, mais ils ont mis en scène ce qui séparait dans leur mode de vie, en disant, vous voyez, ces gens-là, c'est des gens, ils boivent des cafés lattés, alors que vous êtes un paysan, ou en tout cas un ouvrier du Texas, etc. Ces trucs-là, cette consommation-là, c'est pas vous. Et ils ont créé une affinité, une ressemblance, en disant, bah oui, nous, on est comme si... Alors, à l'époque, c'était Sarah Palin qui disait qu'elle était une mère américaine comme les autres, elle portait une casquette, etc., etc.,
Et en France, ça existe. On l'a vécu avec Sarkozy qui disait que lui, il aimait les chanteurs populaires, etc. Personne n'allait lui dire « Oui, mais vous vivez dans le 16e arrondissement, dans la même villa que Vincent Bolloré ». Oui, mais alors on l'a connu avant, avec la gauche caviar. La gauche caviar, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, c'était aussi pour discréditer la gauche en disant qu'elle n'était pas populaire, qu'elle habitait Place des Vosges, et ainsi de suite. Oui, absolument. Donc ce truc-là est réactivé de façon très forte aujourd'hui en disant « Mais vous ne connaissez pas la réalité, vous ne connaissez pas le monde, etc. » Bref, j'ai pas mal digressé. On est parti aux États-Unis quand même. On est parti aux États-Unis. C'est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, l'auteur du livre, Pourquoi les pauvres votent à droite, c'est Thomas Frank. Thomas Frank, voilà. Si les téléspectateurs veulent le lire. On va passer sans plus tarder. C'est une encyclopédie vivante. Alors c'est mignon, c'est pour ne pas être vulgaire, tu l'as appelé top foutage de visage. C'est quand CNews a un invité politique de taille, alors ils le présentent comme ça, hein, ils disent même un personnage politique de premier plan. Je vous donne le mille, c'est qui ? C'est Philippe de Villiers. Oui, alors oui, effectivement, comme je sais que c'est toi qui lances les tops et les flops, je voulais pas te faire dire des choses horribles, mais évidemment c'est un foutage de gueule XXL. Alors pourquoi je parle d'entre-soi de dingue ? Parce que ils vont. Alors ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est pas CNews qui présente ça, c'est un microclip qu'on va voir. C'est pas CNews qui le présente, c'est les éditions Fayard. Et je me dis qu'on est quand même descendu bien bas. Alors Fayard, je rappelle que ça a été racheté par Bolloré, mais enfin voir Fayard faire la promotion, tenez-vous bien, de l'invité exceptionnel de Mabrouk et Ferrari, à savoir de Villiers. Ah bon ils passent leur journée ensemble. Je vois pas en quoi c'est exceptionnel. Et ça m'attriste, je le dis très sérieusement pour le coup, ça m'attriste de voir une si prestigieuse maison d'édition tomber malheureusement aussi bas, mais comme tout ce que touche Bolloré depuis maintenant quelques années. On en reparlera dans la deuxième partie si vous le voulez bien. Je vous laisse écouter. Lundi, dans La France en face, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk reçoivent Philippe de Villiers. La France en face, c'est votre nouveau rendez-vous sur CNews. Une grande interview politique avec une personnalité de premier plan. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Et plus que jamais, des échanges constructifs mais sans concession. Philippe de Villiers, invité exceptionnel de La France en face, lundi, en direct sur CNews. Allez, Mourad, on va passer à l'autre top, c'est le top nuance. Alors, c'est Pascal Elbé sur Radio J qui estime que, alors il a un chiffre, 97% de la LFI, monsieur Santou, vous allez peut-être réagir, et collabo. Mourad, il a eu comment ce chiffre de 97%? Ah bah c'est ça, moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était l'entre-deux-guerres, enfin bref, c'était une autre période. Quand j'étais jeune et qu'on me demandait un truc dont je connaissais pas la réponse, je répondais tout de suite, du tac au tac. Par exemple, quand est morte Edith Piaf, je réponds 8 avril 61. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas, mais je réponds et ça marche parce qu'on croit. Alors, alors il aurait dû rajouter ,3. Oui, comme ça, on était encore mieux. Précis, son chiffre. Ouais, mais c'est complètement débile. Alors, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cet extrait. Alors, ça se passe évidemment chez Fredo Lamaleste, hein, on en revient toujours. On peut passer par le Burkina Faso ou le Népal, on arrive toujours à LFI. C'est assez magnifique quand même. Et au Moyen-Orient, en l'occurrence. Et là, donc, notre cher Pascal Elbé va faire une analyse vraiment fine, comme tu le suggères. Il va traiter les cadres insoumis, dont vous faites partie, cadres élus. Il va les traiter de collabos et surtout, il va utiliser une ficelle que je trouve un petit peu grossière, puisqu'il va parler en gros de traîtres. Vous seriez des traîtres et des collabos, mais des traîtres peu instruits. Je vous laisse écouter cet extrait. 2025, qui sont les collabos, les délateurs d'aujourd'hui, que l'on voit dans La Bonne Étoile, dans votre film? Les collabos, et après, on parlera des justes. Oui, oui, hein? Parce que c'est eux qui, finalement, ce sera eux qui fera retenir, finalement. Mais évidemment que les collabos d'aujourd'hui, c'est ceux qui connaissent parfaitement l'histoire et qui continuent. Eux, on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas, encore une fois. Vous pensez à qui, par exemple? Je pense à 97% de ceux de LFI. Je pense que c'est des gens, j'espère, il y en a quelques-uns qui peuvent même être, parfois, qui ont dû ouvrir un bouquin ou deux, qui sont même un peu instruits. Il y en a beaucoup qui sont instruits, hein, beaucoup. Beaucoup, bon, alors vous voyez que c'est encore plus cynique, ils savent très bien ce qu'ils véhiculent comme idée, ils savent très bien qui vont draguer pour s'attirer des voix. Oui, eux, pour moi, ça, c'est ceux qui ont trahi. Pourquoi c'est les collaborateurs, pas par rapport à nous, par rapport juste au traité républicain, au contrat social de Rousseau. Eux, c'est des traîtres au contrat social de Rousseau. Ils s'en foutent totalement. Eux, c'est-à-dire Mélenchon et ses amis. Hein. Oui. Et alors, les justes d'aujourd'hui? Les justes aujourd'hui, c'est Sophia Aram. Sophia Aram, oui. C'est des gens qui ne hurlent pas avec la meute, les gens qui sont capables de penser par eux-mêmes.
fondamentalement, il y en a plein hein, à côté de Sophia, mais je pense évidemment à Sophia Aram parce qu'elle est d'un courage absolu, parce qu'elle pourrait être aussi, elle, se dire je n'ai que des coups à prendre, et elle le fait quand même. Alors moi, je dis que j'ai un respect absolu et elle a tout notre soutien. Alors, ce qui est drôle, c'est que même Fredo est obligé de corriger quand même. Parce que je rappelle, en toute simplicité, vous êtes quand même professeur agrégé de lettres classiques, que je connais quand même plusieurs personnes surdiplômées à LFI. On en connaît tous, mais je veux dire, c'est pas un argument. En plus, ça tient pas la route, ça a tenu la route 4 secondes. Mais ça peut pas tenir la route de parler de traîtres peu instruits, puisque ça n'est pas votre cas en grande majorité. Comment vous comprenez cet acharnement-là ? Est-ce que je le comprends vraiment ? Je le comprends pas vraiment. Je vois pas la rationalité dans tout ça. Donc, je vois bien qu'il y a des gens qui sont à la dérive, qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à tout pour discréditer. Moi, je voudrais revenir un peu sur le fond. D'abord, à supposer qu'on soit des collabos, il faut dire de collabos avec qui ? Ah bah les islamistes, c'est clair et net. Oui, sauf que j'ai pas l'impression que les islamistes envahissent le pays. Ah bah Florence Bergeau-Blaclair, pour elle, il y a des frères partout. Mais ce serait bien que les mots aient un sens, quoi. Si nous vivions sous un Reich islamiste... Oula. Bon, bah non, mais... on coupera au montage. Vous voyez l'idée, quoi. Bon, il y aurait peut-être des collabos, mais à un moment, il faut se rendre compte. Collabos, ça signifie pays envahi, nazis, etc. Que... dans leur tête, il y a une assimilation possible entre islamistes, nazis, etc. Bon, je trouve que c'est pas rigoureux, mais donc déjà... On peut avoir cet avis-là. Mais bon, moralement, on peut mettre ces gens-là dans le même sac. J'ai pas de problème avec ça. Mais bon, je trouve que intellectuellement, c'est pas très rigoureux. Donc, on serait des collabos de ça. Et ça n'existe pas. Donc, ensuite... il y a un lien qui est fait entre l'idée qu'on pourrait être instruit ou pas instruit et que c'est un rôle dans le choix qu'on puisse faire à ce moment-là. Bon, en réalité, je suis désolé, mais ces gens ne sont pas très, très informés de ce qu'est la collaboration, de ce qu'est, etc., ou de ce qu'est le nazisme, c'est-à-dire le mal absolu. Parce qu'en fait, vous avez trouvé des gens très cultivés, très instruits. Donc, ils ont un problème politique. C'est qu'ils mélangent tout ce qui les dégoûte... et ils considèrent que voilà, pour peu que ça les dégoûte, c'est mal, c'est ceci ou c'est cela. Mais ils sont incapables de formuler des distinctions qui normalement aident à penser. Et ça me frappe. Moi, je sais pourtant que quand on étudie la question de ce qu'est le nazisme et qu'on se pose la question réelle de ce qu'a été la Shoah, l'ébranlement intellectuel que ça suscite, c'est toute une série d'auteurs, de réflexions sur l'effondrement de la culture. On écoutait les nazis organisaient des concerts des quatuors de Beethoven à Auschwitz. Est-ce que Beethoven est coupable ? C'est ça la question qui s'est posée immédiatement après dans le monde intellectuel. Et donc dire ces gens ne sont pas instruits et donc ce sont des collabos, des nazifiants ou je sais pas quoi, en fait ils ont même jamais réfléchi à ces choses-là. Parce que non, effectivement, l'instruction, ça ne protège pas. Troisième point, évidemment, moi, je suis assez orgueilleux parce que je fais la fierté de mes parents, j'ai fait de belles études et vous voyez, je suis instruit, j'ai une belle éducation et j'ai fait le nécessaire pour ça et mes parents en sont très fiers et tout. Donc, je trouve ça à la fois très vain et en même temps... bête et un peu offensant de s'entendre dire vous n'êtes pas instruit, etc. Si, effectivement, c'est comme ça. C'est légèrement transspect. Alors, à contrario, puisqu'on parle de collabo et que le sens des mots, les mots se vident de leur sens, du coup, c'est ce genre de démonstration. Inversement, vous avez entendu après que Sophia Aram est qualifiée de juste. Quand on sait on en parlait avec Kevin Razi la semaine dernière, quand on sait ce qu'ont risqué les justes, voilà, et il parle non seulement du fait que Sophia Aram était juste, mais en plus juste et courageuse. Mais courageuse de quoi ? Il expliquait, LB, qu'elle avait des coups à prendre et qu'elle a fait le choix courageux de devenir juste, alors qu'il y a des coups à prendre. C'est quoi les coups à prendre ? C'est la Légion d'honneur. Ça va. C'est la remise de breloques à la con au dîner du CRIF. Ça va, quoi. C'est pas complètement dingue. Donc il y a une inversion totale des valeurs, comme on dirait dans Kaamelott, mais il y a une inversion des valeurs qui est complètement sidérante. Et l'entre-soi, je pense, vient rajouter à ce truc-là. Je reprendrai juste pour terminer là-dessus l'exemple
de la phrase, alors je ne sais plus qui avait parlé de ça, c'était Attal, le réalisateur, qui avait expliqué, l'acteur réalisateur, qui avait expliqué que les Gazaouis étaient jaloux de la Shoah, ils voulaient leur propre génocide. C'est complètement... On arrive à des extrémités. Voilà, c'est abject moralement, en fait. Oui. C'est abject moralement. C'est à peu près du même niveau que d'expliquer... S'il avait expliqué que dans le ghetto de Varsovie, on avait hâte d'en finir, c'est abject. Malheureusement, toutes les semaines, on a quelque chose qui se rapproche de ça. Oui. Allez, c'est le dernier top, celui-là. Il s'appelle Top Émotion. Il est décerné à Georges Fenech parce qu'il nous ferait presque pleurer quand il parle de son grand ami Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas presque. Non, je suis pas d'accord. Alors, généralement, c'est une émission un peu légère. Mais là, non, c'est très dur. C'est très dur. Ça équivaut à plusieurs semaines de prison de luxe. Donc, Fenech, donc ancien magistrat quand même, va nous raconter comment il a vécu cette période-là et va vraiment retenir ses larmes en écoutant parler Sarkozy sur sa détention. Je vous laisse écouter. C'est assez drôle parce que, pareil, il y a des histoires d'inversion de choses. Que quand quelqu'un n'est condamné qu'à quelques jours de prison ferme, on s'en étonne pas, on s'en offusque pas. Au contraire, on est content pour lui qu'il soit sorti. Et inversement, quand il y a des gens qui vont prendre des peines complètement lourdes, les fameuses histoires qu'on voit régulièrement dans la presse quotidienne régionale, que pour simplement un vol à l'étalage, on peut se manger de la prison ferme pendant plusieurs mois, il y a quand même de quoi se poser des questions sur le système médiatico-politique français actuel. Bien des combats, j'ai fait toutes ces campagnes, tous ces meetings. Et l'homme, il est résilient, vous l'avez dit, mais ce qui lui permet de tenir, je ne veux pas vous mentir, je l'ai vu récemment, ce qui permet de tenir, je crois, c'est ce lien dont vous parlez avec les Français. Et il va partir avec son livre, il va partir à la rencontre des Français, leur dire ce qu'il a vécu, comment il l'a ressenti, parce qu'il a besoin de partager cette épreuve, et les Français ont besoin aussi de comprendre ce qui est arrivé et comment cet homme a pu subir une telle épreuve, voyez-vous. Donc c'est un livre sans doute le plus personnel qu'il ait pu écrire jusqu'à maintenant, et qui va sans doute, je pense, émouvoir beaucoup de nos concitoyens. Ce n'est pas un livre, vous l'avez dit, moi je ne l'ai pas lu, mais je me fie à ce que vous dites. Vous pouvez me faire confiance. Ce que j'entends de monsieur le maire de La Baule, Franck Louvrier, c'est pas un livre de revanche ou de règlement de compte, c'est un homme à nu qui s'est retrouvé dépouillé de tout, seul dans une cellule, et qui parle de choses dans un contexte hostile, faut le rappeler. Allez, c'est fini pour les tops. En tout cas de la semaine, on va passer au flop. Et le premier flop, c'est encore un jeu de mots comme foutage de visage. C'est le flop faux perche. Il est attribué à Denis Oliven. On va le voir. Tu vas nous le dire, Mourad. Oui. Il est capable de dire tout et son contraire. Alors, évidemment, c'est un truc de faux derche. Pourquoi j'ai mis le perche ? Parce que c'est pas loin de chez moi et que j'aime bien cette contrée. Mais non, c'est évidemment faux derche. C'est-à-dire que Denis Oliven va faire, alors pareil, ça va être en deux temps. Denis Oliven, donc le patron de presse, qui ne cache pas sa proximité notamment avec Israël, va expliquer au cours d'une rencontre qu'il en fait va laisser, c'est tout à son honneur, il va laisser les rédactions dont il a la charge, dont Libération, il va les laisser faire leur mue seuls, en toute indépendance, concernant ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous laisse écouter. Je connais pas le monde, j'y travaille pas. Moi, je peux vous parler du journal dont je suis l'actionnaire, Libération, qui est lui aussi un journal de gauche, qui a été très fermement, clairement anti-Netanyahou. Mais cependant, il a fait un travail, je le dis il l'a fait en toute indépendance, parce que moi, je n'ai aucune prise sur sa ligne éditoriale. Il est totalement, la rédaction est complètement indépendante. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça ? C'est assez marrant, on lui a rien demandé. Si. En fait, il y a une vidéo qui est sortie juste avant, et cette vidéo montre exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va devant un parterre, alors un parterre, j'imagine, de communautariste. Il va expliquer en quoi lui, patron de presse, a pesé de tout son poids pour justement amener ses rédactions à SES à pencher un peu plus vers Israël et Netanyahou que ça ne l'était avant. Donc, influence totale et absolue. Je vous laisse écouter. Mais moi, je lis Libération tous les jours. Je peux vous dire que l'évolution comparée de Libération et d'un autre grand journal du soir,
au cours des 5 dernières années, et précisément depuis l'affaire de Gaza, est simplement la nuit et le jour. Donc oui, je participe à ma manière à cette bataille, mais c'est une bataille qu'il faut continuer de livrer. Et ce qui m'embête, et je voudrais poser la question à notre invité, ce qui m'embête dans ce passage, où il explique qu'il est intervenu à Escalité pour peser dans les choix éditoriaux, c'est que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on voulait alimenter l'antisémitisme, on ne ferait pas pire comme cliché. Ouais, sans doute, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse sur cet extrait, sur ce sujet, c'est de montrer le rapport qui existe en fait entre un patron de presse et des actionnaires. Parce que souvent, on nous dit les rédactions sont indépendantes, vous avez un patron, il est certes le propriétaire, mais après, le titre de presse fait sa vie. Et c'est souvent vrai. Moi, je m'efforce d'expliquer que c'est pas possible. Donc on va pas être d'accord, puisque on n'est pas d'accord. Vous me dites que c'est souvent pour avoir vrai. bossé dans des rédactions placées plutôt avec des actionnaires, je sais que a priori il n'y a jamais eu de censure. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas évidemment ça existe. Moi j'y crois pas. Alors je vous explique pourquoi. Bolloré, vous avez saisi le procureur d'ailleurs. Alors dans le cas de Bolloré, là c'est une intervention très directe. Donc effectivement, mais bon, il a tous les médias. Moi j'ai pendant la commission d'enquête, par exemple, j'ai posé la question à Marc-Olivier Fogiel, qui était le patron de BFM à l'époque où BFM appartenait encore à Patrick Drahi. Et donc, il y a une fiction qui est organisée, qui est de dire, un actionnaire, il achète une boîte de presse, alors télé, presse écrite, etc., et il va la laisser vivre. Et donc, comme il va la laisser vivre, indépendance de la rédaction, tout ça va bien se passer. Sauf que, et la seule chose qu'il va faire en tant qu'actionnaire, c'est nommer les dirigeants, qui eux vont avoir un rôle dans le fonctionnement réel de l'entreprise de presse. Et donc, tout ça va bien se passer. Il y aura, et ces dirigeants ont pour mission d'être une espèce d'interface, mais une interface imperméable entre l'actionnaire et la rédaction. En fait, il est évident que vous n'avez pas besoin de faire un interrogatoire de la personne qui va diriger pour savoir ce qu'elle pense d'une manière générale et comment, d'une manière générale, elle va se situer quand elle sera confrontée aux problèmes que traite une rédaction au quotidien. C'est-à-dire que là, sur la question Israël, vous savez grosso modo de quel côté pourra éventuellement pencher la balance. Vous savez grosso modo ce qu'il juge disciple ou indicible, décent ou indécent, etc., etc. Donc, dès que vous nommez votre directeur de la rédaction ou je ne sais pas quoi, vous avez quelqu'un dont toutes les réactions sont quasiment déjà anticipées. Pendant la commission d'enquête, donc j'ai interrogé Marc-Olivier Fogiel. Je lui ai dit, monsieur Fogiel, c'est quoi votre métier ? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un professionnel de la presse. C'est quoi votre boulot ? C'est quoi concrètement votre travail au jour le jour, et puis quel titre vous aviez pour l'exercer, parce que quand vous êtes dans une grande entreprise de l'industrie par exemple, si vous devenez directeur, a priori vous êtes recruté, le plus souvent c'est même pas le DRH de la boîte qui va vous trouver parce que c'est pour devenir son chef, donc ça va être un cabinet de chasseurs de tête. On fait appel à eux et on dit trouvez-moi dans tel secteur les 3-4 cadors qui pourraient réussir à tenir les rênes de notre grand groupe. Ok. Et on va les chercher en disant un tel il a fait ceci, un tel il a fait cela, il a managé une boîte de 150 personnes, 6000 personnes, il a réduit des coûts, il a fait... Bref, ils ont un savoir-faire qui est identifié. Je lui demande tranquillement quel est le savoir-faire qu'on a identifié chez vous, qui n'existait pas chez d'autres, parce qu'on est venu vous chercher. Il était très en colère. Et il m'a dit, vous êtes en train de faire allusion au fait que j'ai été embauché par copinage. Je faisais allusion à rien, moi je ne connaissais même pas l'histoire. Il me dit, j'ai travaillé avec Olivier Bérou. Je ne savais pas qui était Olivier Bérou, je suis un novice dans ces questions-là. À l'époque, c'était sur RTL, je crois, et on avait bien travaillé ensemble, et donc il a suggéré mon nom à Monsieur Drahi. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas eu de mise en concurrence ? Vous n'avez pas mis 3 profils en leur disant vous allez me faire un premier tour d'audition, un deuxième tour, vous allez m'écrire un truc, vous allez me faire ceci, je vais vous mettre dans des situations. N'importe quel salarié maintenant se retrouve
à faire 2 ou 3 passages. Oui, mais là, non, à ce stade-là, vous pensez il a juste tapé dans la main d'une certaine façon. Mais la presse, ça ne fonctionne pas du tout comme les autres entreprises. Non, mais d'accord. Mais ce que je vois dans cette affaire, c'est que le grand patron a validé son directeur juste sur sa bonne mine. Mais bien sûr, ce qui était attendu, c'était sa capacité à anticiper les demandes, les tabous, bien sûr, mais c'était etc. C'était un peu pour ça que je disais ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas exempter ou exonérer les cadres, justement, les directeurs et compagnie, de leur rôle et de leur influence sur les rédactions. C'est juste par rapport à ça. Donc ils sont choisis, en fait, très exactement par leur capacité à avoir la bonne position sans même qu'on ait besoin de le leur demander. Moi, j'irai pas vous nommer. Enfin, vous, je sais à peu près ce que vous allez dire. Donc, si je suis demain un grand patron de presse, je sais à peu près anticiper ce que vous diriez en cas de conflit en tel ou tel endroit. Et si je vous nomme directeur d'une rédaction, je sais que la rédaction, elle va quand même marcher dans un certain sens. À risque de pencher un peu à gauche, je suis d'accord. Voilà. Alors, on avait un premier flop faux perche, on en a un deuxième. C'est Nicolas Conquer. On ne rappelle pas c'est qui. Alors oui, c'est le représentant soi-disant, parce qu'ils ont toujours des titres un peu marrants, des Républicains, donc c'est un pro-Trump, quoi, des Républicains en France, et il va se retrouver face à l'avocat Ari Halimi. Alors, autant j'ai des désaccords avec Ari Halimi sur plusieurs sujets, autant je trouve qu'en plateau il est bon. Et quand il menace, vous allez voir que la manière dont il le menace, en disant attention à ce que vous allez dire, monsieur, ils vont lui poser une question, la journaliste et l'avocat vont lui poser une question à propos des déchets humains. Je vous laisse écouter. Une sémantique utilisée par Donald Trump hier ou avant-hier s'agissant des Somaliens. Parler d'êtres humains comme de déchets qui puent, c'est effectivement quelqu'un qui a des propos extrêmement racistes et qui a une vision suprémaciste et raciste. Ce sont ce type de propos qui visent à déshumaniser des personnes, et c'est les prémices même de toute dictature et de tout génocide. Vous tiendriez les mêmes propos, Monsieur Conquer, ou vous les condamnez? Moi, je pense que là, de fait, Donald Trump s'adressait à un problème que je connais moi personnellement, parce que c'est l'État dont je suis originaire, donc la plus grande communauté somalienne hors de Somalie, au Minnesota, mon État d'origine, dans lequel on met au point, au jour, un réseau tentaculaire de fraude. Faites vraiment attention à ce que vous allez dire. Vous ne répondez pas là, monsieur. Vous condamnez ces propos? Messieurs le censeur. Il y a un moment, le censeur, s'agissant de personnes considérées que des personnes puent parce qu'ils appartiennent à une origine ou à une communauté. Faites simplement attention à ce que vous dites sur un plateau télé. Vous les condamnez ou pas, pour être clair, juste, monsieur, vous les condamnez ou vous les condamnez pas? Donald Trump, il a des menaces et il est élu par son peuple et il y a une liberté d'expression. On peut être d'accord ou pas dans le style. La question était, est-ce que vous condamnez les propos de Donald Trump? Non, mais je vous pose juste cette question. Au moins, vous dites oui ou non. Et j'estime qu'il y a des personnes qui, on a à se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles sont entrées de manière légale ou illégale? Et de fait, là, il y a une volonté la question n'est pas ça. C'est est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes sont des déchets humains qui puent? Mais absolument. Non, mais c'est pas la question. C'est la question. C'est ce qu'il a prétendu. Et on vous pose une question. Est-ce que vous pouvez y répondre? Ou est-ce que vous n'avez pas le courage de répondre? Est-ce que vous condamnez ces propos de Donald Trump? Je ne condamne pas. Je dis, c'est pas ma rhétorique. Et je n'essentialise pas. J'estime qu'il y a des gens, il y a une question à se poser. Pourquoi est-ce qu'on est venu illégalement ou même légalement? On l'a vu dernièrement, une immigration légale aux États-Unis a tué une personne de la garde nationale à quelques encablures de la Maison-Blanche. Donc c'est une véritable menace. Je ne vais pas essentialiser qui que ce soit. Et alors pourquoi Fauderge? Parce que tout simplement, Nicolas Conquer, ou Conquer, je ne sais pas comment on le prononce, il a pas le courage, il n'a pas le cran de dire oui, je suis d'accord. Il va chercher des petits exemples en disant oui, j'ai connu moi aussi ces personnes-là qui ont posé des problèmes, sans dire oui, je valide le fait que ce sont des déchets humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce cran-là, parce qu'ils réalisent que s'il dit une connerie, notamment avec la menace d'Ari Halimi, ça peut aller un peu loin, tout ça. Allez, l'autre flop, c'est le flop date de naissance. Alors celui-là, il est pour Paul Laroutrou. Et d'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter, il t'a bloqué. Qu'est-ce que t'as encore fait? Dis donc, les journalistes qui bloquent d'autres journalistes, ça c'est sympa. Rien, j'ai juste souligné qu'il s'était fait rouler dans la farine. Alors, c'est pas très gentil, mais il s'était fait rouler dans la farine par Tanguy, votre collègue du Rassemblement National, qui en fait va mentir sur l'âge de Bardella par rapport à un tweet. En plus, un tweet à la con, ça n'a aucun sens, c'est pas important. Parce que vous savez comment Bardella s'est pris un œuf sur la tronche et qu'il s'était moqué de Macron qui aussi s'était pris un œuf sur la tronche, sauf que lui va inventer Tanguy un âge en disant il avait 17 ans, il n'était pas engagé, il n'avait pas de responsabilité, on a tous fait des erreurs à 17 ans et ainsi de suite. Je vous laisse écouter. Quand vous avez 17 ou 18 ans, vous n'avez pas la même attitude que quand vous êtes responsable politique. Enfin, ça me paraît évident en fait.
Vous voyez, c'est incroyable parce que vous dites pas, on a l'impression qu'il a fait ça en tant que président du Rassemblement national. Il a évolué depuis, vous dites. Mais tout le monde évolue. Et justement, je suis sûr qu'à 17 et 18 ans, vous n'étiez pas la même qu'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'étais pas la même et j'avais pas la même attitude, j'avais pas le même comportement. Il y a des choses qui m'amusaient en privé qui m'amusent pas en tant que responsable politique. Sauf que ce qu'aurait dû savoir Paul Larouturou, c'est quand même pas très compliqué à vérifier, ça prend quelques secondes, c'est qu'il n'avait pas du tout cet âge-là. Il était déjà engagé en politique, il avait déjà des grosses responsabilités et que c'est pas une erreur de jeunesse. Donc il y a quand même 5 ans d'écart. C'était pas une erreur de jeunesse du tout. Mais quand on veut essayer d'être un peu mordant comme le souhaite Larouturou, essaye de faire le job, mon loulou. Puis vraiment, là, je te promets que je ferai un top spécial pour toi l'année prochaine pour bien démarrer l'année. Alors, c'est le dernier flop et celui-là, il m'a donné envie de vomir. En plus, je suis enceinte, donc je suis à fond dans le choix des prénoms. Ah, ça y est, elle l'a dit. Oui, non, mais là, je suis vraiment dans le choix des prénoms, donc ça tombait à pic. C'est le flop Raslar. Je te laisse nous en dire plus, Mourad. C'est à vomir, ouais, je suis assez d'accord. Ça revient à des journalistes, avec beaucoup de guillemets, les journalistes qui vont s'en prendre d'une manière extrêmement violente, en employant des termes comme racaille et autres, qui vont s'en prendre à des enfants prétendument d'origine douteuse du fait de leur prénom. Et je trouve que d'aller s'en prendre aux gamins, sans aucune espèce de commencement de lien entre, je ne sais pas moi, la délinquance, allez, on va appeler ça comme ça, et l'origine des prénoms. Alors déjà, ce serait douteux, mais alors là, en plus, ça part complètement en live, et ça se passe avec des Eric Tegner et des gens qui peut-être devraient balayer un peu devant leur porte. Ça me sidère, ça me dépasse un tout petit peu. C'est de la fausse naïveté, mais ça me dépasse quand même un tout petit peu qu'on puisse aller jusque-là. Notre prochain invité est déjà en studio. On va parler des bistrots. Un dernier mot, Éric Tegner et Gabriel Cluzel. Non, vous inquiétez pas, faites pas la moue, Gabriel. Un dernier mot sur le sujet des prénoms, tous les deux. Le problème de ces prénoms, c'est quoi? C'est qu'en général, celui qui fait l'assignation à résidence, c'est celui des quartiers qui a le même prénom. C'est-à-dire que celui qui peut s'appeler, qui pour le coup n'est pas intégré, qui est une racaille, qui peut porter un prénom arabo-musulman, s'il voit un autre dans sa classe qui porte ce prénom, il va l'assigner à résidence. Et ça, c'est un énorme problème. Gabriel Cluzel. Non, mais surtout, moi, je trouve qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On sait très bien que le jour où les classes françaises seront peuplées d'enfants ne portant que des prénoms arabo-musulmans, évidemment que la France aura changé. Mais il va falloir quand même un jour oser dire les choses. C'est pas être méchant avec un tel ou un tel. Il faut y considérer de façon collective. Ça montre quoi? Ça voudra dire qu'on est passé de l'assimilation à l'intégration, assez peu réussie d'ailleurs, mais en réalité, on dit aux gens, restez comme vous êtes. Ne devenez pas français, restez comme vous êtes. On ne les encourage pas à devenir français et eux-mêmes ne le souhaitent pas. Donc c'est vrai que moi j'avais trouvé quand même assez surréaliste le débat entre Éric Zemmour au sujet des prénoms. Il s'était fait brûler en place de grève et pourtant c'est un vrai sujet. Quand on a envie de ressembler à un Français, on en prend les vêtements, vous avez raison, on en prend la littérature, la culture et on en prend éventuellement les prénoms. Et c'est pas jeter l'anathème sur ceux qui n'ont pas de prénom français. D'ailleurs, c'est bizarre de dire ça. Ça voudrait dire que les autres prénoms, les autres cultures sont moins respectables. Ben non, mais il se trouve que ces prénoms-là sont des prénoms français. Les autres le sont moins. Oui, c'est sûr. Et Zemmour est encore revenu cette semaine sur l'histoire des prénoms et que quand on donne son prénom Mohamed, c'est qu'on est forcément musulman. C'est absolument faux puisque moi j'ai eu à connaître un certain nombre d'enfants qui étaient dans ma classe qui avaient des prénoms donc de ma génération, mais et puis même j'en croise encore aujourd'hui qui ont des prénoms. Pas énormément, mais j'en croise qui ont des prénoms exotiques, on va les appeler comme ça, par plaisir. Et la plus célèbre, la plus célèbre, c'est Malika Ménard, la Miss France, qui n'a absolument aucune origine ou aucune espèce de confession. Reine, donc on comprend pourquoi ses parents lui ont donné ce prénom. C'est vrai. C'était une anticipation. Allez, c'est fini pour les flops. Mourad, on va passer au microscope de cette émission. Le microscope avec notre invité, bien évidemment, le député LFI Aurélien Saint-Touche. Je te laisse commencer, Mourad, parce qu'il y a une belle séquence. Oui, alors je rappelle que vous êtes député, vous êtes ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les questions liées à la TNT. Alors, pourquoi il y a eu en quelques mots, pourquoi il a fallu une commission d'enquête? Pourquoi vous avez souhaité une commission d'enquête? Alors l'idée de la commission d'enquête, c'était tout simplement d'anticiper ce qui allait se passer parce que l'Arcom allait renouveler l'autorisation d'émettre sur la TNT de beaucoup de chaînes, je ne sais plus, c'était 15 je crois. Oui, 15, ouais. Et donc, comme on n'était pas satisfait de ce qui se passe à la télé, je m'étais dit, peut-être qu'en mettant la lumière sur cette procédure, on va obtenir qu'elle soit menée de façon un petit peu plus rigoureuse.
c'est pas complètement faux, puisqu'on a obtenu que ces 8 fermes. Donc voilà. Et puis, on a un peu été rattrapé d'une certaine façon par Bolloré. Par CNews, par l'évolution de ces chaînes-là vers de la propagande politique, etc. Moi, j'avoue que l'idée de départ, elle était venue chez le militant politique que je suis d'un documentaire de Pierre Carl qui s'appelait Fin de concession, et qui portait sur justement le renouvellement de l'autorisation de diffusion de TF1. Donc c'est un doc qui a peut-être déjà 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, il avait fait ce travail de se dire, mais en fait, on leur renouvelle leur autorisation de diffuser comme s'ils étaient propriétaires en fait des ondes. Or, ce n'est pas le cas. Dans le cas de TF1, ils avaient pris l'engagement, au moment de la privatisation de TF1 et donc de la libéralisation des chaînes de télévision, ils avaient pris des engagements culturels très forts. Donc on est un peu revenu aussi d'ailleurs sur ces sujets pendant la commission d'enquête, en disant, mais globalement, la télé sur la TNT, elle n'est pas très bonne. Je ne veux pas être vulgaire, mais c'est un peu de la merde. Et ça, j'en avais l'impression, en tant qu'usager, en tant que fils de mes parents, qui sont relativement âgés maintenant, et qui regardent beaucoup la télé, etc. Et pour vous, l'emblème, c'est Énergie 12 ? Non, c'était pas l'emblème de la d'Énergie faiblesse, c'est comme 12, ça. Mais c'est vrai que ça a été un peu, ça a été mis en évidence parce que dans une audition de la commission d'enquête, donc il y avait les dirigeants de la chaîne Énergie 12, et je prends un programme télé basique, et je leur liste, je leur dis, bon là, alors le jeudi, je sais plus combien, je regarde le programme l'après-midi, c'est toujours la même chose, je sais plus ce que c'était une série américaine. Big Bang Theory. Voilà, donc 20 ans, vous bossez beaucoup plus que les journalistes ordinaires, beaucoup plus. Et donc Big Bang Theory, 8 épisodes d'affilée, de 14h à 20h, ou un truc comme ça, enfin. Et je leur dis, mais c'est quoi ? Vous avez pris des engagements pour diffuser le même programme toute l'après-midi ? C'est vraiment ça, la télé de qualité ? Et là, ils sont rentrés dans une explication qui était intéressante, puisqu'en fait, ils m'ont dit, vous savez, nous, on n'a pas les moyens d'acheter des programmes intéressants, ou nouveaux, ou voilà. Après tout, Big Bang Theory peut être intéressante, mais on ne peut pas diversifier, on ne peut pas faire du neuf, etc. Ça coûte trop cher. Nous, on ne peut pas investir comme ça. Et quand même, c'est une entreprise. Donc, ce qu'on voudrait, c'est de ne pas perdre trop d'argent dans cette affaire. Et pour y arriver, mettre au moins nos comptes à l'équilibre, on s'est rendu compte que ça ne sert à rien d'essayer d'attirer un large public. Il faut qu'on ait un public limité de jeunes. Voilà. Ils disaient qu'eux, ils ciblaient entre 15 et 39 ans. Et que s'ils arrivaient à gratter 0,3-0,4% de part dans ce public, eh bien, les rentrées d'argent qu'ils feraient avec de la pub leur permettraient d'être à l'équilibre, et que c'était ça le seul objectif désormais. Et que moi, j'ai trouvé que c'était un moment très révélateur de ce qu'était réellement la télé. Parce que si vous êtes un simple public comme moi, un simple spectateur, un usager ordinaire, vous vous dites... j'imagine que pour travailler dans la télé, diffuser des fictions, etc., vous avez un peu une fibre créative, vous avez envie de transmettre quelque chose, etc. Et là, non, je suis tombé sur des comptables qui m'ont dit, écoutez, on essaye que ce qui sort et ce qui rentre s'équilibre basiquement. C'était quelle chaîne ? Et ça, c'était Énergie 12. D'accord. Et ça m'a un peu dessillé, quoi. J'ai compris comment ça fonctionnait réellement, et que l'objectif n'était pas de créer une culture commune, des grands moments de télé ou je sais pas quoi. Alors j'entends qu'il y a un cahier des charges, sauf que Énergie 12 avait l'avantage d'être ancienne, relativement. Sauf que là, on a attribué la fameuse T18 à Télé Eindhoven, avec un milliardaire adossé quand même. Voilà, Kretinsky, pour ne pas le citer. Et là, je prends le programme type d'une journée type. Minuit 15, on démarre avec Indice, avec un S, l'affaire Jennifer. 1h15, Indice, l'affaire Stéphane. Donc, tout ça, je le précise, ce sont des émissions glauquissimes là, que même W9 a dégagées, voilà, sur des meurtres, voilà, avec plein, voilà, c'est des trucs achetés, comme vous le disiez. 2h15, l'affaire Chantal et Audrey, ça continue. Ensuite, ça continue comme ça jusqu'à exactement, je fais défiler, 7h15, c'est la même chose, 8h15, c'est la même chose, 9h15, c'est la même chose, 10h20, 11h20, c'est la même émission, jusqu'à 11h20. Il commence à 11h20, les programmes inédits ?
ou pas? Non, puisque Indice, c'est de 1h15 jusqu'à maintenant. Là. Enfin, depuis minuit et quart jusqu'à 11h20 du matin, c'est le même programme, enfin la même série de programmes. Ensuite, c'est Pour tout dire. Alors, Pour tout dire, ça discute un petit peu. Bon. Mais non, mais c'est tout aussi pourri. Après, il y a les carnets de Julie, avec la tarte au citron. Alors, c'est sympa parce qu'on apprend à faire la tarte au citron à 14h05. Ensuite, on apprend à faire un soufflé à la carte. À 16h, ce sera le pot-au-feu. À 17h, ce sera les terrines et les pâtés. 18h. Ah, on change. Un jour ailleurs, Miami, les îles Grenadines, hôtel au Brésil, 19h50, depuis minuit, depuis minuit et quart. M comme maison, la Corse du Sud. Notre ami Benjamin Biolay en plateau avait dit que c'était tellement vieux ces émissions à la con que les produits qu'ils proposent, les marteaux, les machins, les scieuses et compagnie n'existent plus. Ça a vendu, c'est des trucs de la RDA, j'imagine. Voilà, et ça continue comme ça. Là, c'est du foutage de gueule complet puisqu'ils viennent de prendre l'engagement. Ouais, alors là, typiquement, c'est un cas dans lequel l'ARCOM devrait pouvoir réagir assez rapidement, parce que les engagements qui sont pris, normalement, portent sur l'originalité de certains programmes, etc. Faut voir la convention en détail. Parce qu'il y a un contrat, en fait, on appelle ça une convention, mais c'est une sorte de contrat qui lie l'ARCOM et surtout la chaîne, pour qu'elle respecte des engagements en matière donc, de nouveauté des programmes, d'originalité, etc., etc. Ces conventions, moi c'est pour ça que j'ai appelé mon rapport, j'ai qualifié, c'est le titre du rapport TNT, c'est une télévision low cost entre publicité et propagande. Parce que cette idée du low cost, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. En fait, quand la TNT est née, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement technique qui a permis de diffuser plus de chaînes gratuitement sans avoir à passer par le câble, satellite, etc. Donc, on s'est dit que c'était sans doute une bonne chose d'offrir une plus grande diversité, une plus grande offre au public. Mais évidemment, les grandes entreprises qui étaient déjà dans le secteur se sont dit que c'était une mauvaise nouvelle parce que, évidemment, ce qu'on appelle le gâteau publicitaire, un peu trivialement, mais généralement on dit un gâteau publicitaire à se partager, c'est que, évidemment, il allait devoir couper, les parts allaient être plus petites. Si vous avez 6 chaînes, vous imaginez bien que le public, vous faites 25%, 30%, etc. Si vous en avez 25, votre part d'audience va diminuer. Donc, les annonceurs publicitaires vont vous verser moins d'argent. Et donc, ce qu'ont fait les grands acteurs, la plupart des grands acteurs, c'est qu'eux-mêmes ont candidaté. Et ils ont dit, écoutez, moi, je veux bien développer une chaîne en plus, etc. Tout simplement pour éviter de perdre des parts de marché. Et donc, ils ont tiré vers le bas ces nouvelles chaînes qui n'étaient pas en fait au niveau et qui permettaient, sur lesquelles il n'y a pas eu d'investissement sérieux, parce que l'objectif, c'était en fait, ça reste des chaînes de second rang, voire vraiment de. Et d'ailleurs, nous aussi, on a candidaté, mais bizarrement, on n'a pas eu la fréquence. Et alors, vous avez candidaté, vous n'avez pas eu la fréquence. Je vous le dis en toute amitié, je crois que vous leur avez un petit peu facilité la tâche parce que vous êtes présenté, à mon avis, comme une chaîne de gauche. Et que, fait... Comme une chaîne indépendante. Après, je pense qu'ils ont regardé l'œil de Moumou, ils se sont dit, bon, ils sont plutôt de gauche. Moi, à votre place, j'aurais fait différemment. J'aurais expliqué que j'avais une ligne éditoriale différente, que c'était de l'information, que c'était singulier, mais que c'était singulier parce que vous aviez une charte éditoriale qui, par exemple, vous intéressait aux mouvements sociaux, des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Ouais, mais je ne me serais pas positionné politiquement. Bon, parce que vous leur avez un peu facilité la tâche de dire « ouais, en fait, vous ne devez pas être une chaîne d'opinion, etc. » Je ne reviens pas sur le fait que CNews est totalement une chaîne d'opinion et qu'il laisse faire et que donc l'ARCOM pose un vrai problème. Mais vous leur avez fourni un argument un peu facile pour vous écarter. Dossier, je ne sais pas comment on s'est présenté, mais de toute façon, même si on s'était présenté comme une chaîne indépendante, voilà... Il suffit de nous regarder un peu, de comprendre. Pour comprendre la sensibilité. Bien sûr. Alors, je suis désolé, mais tout ça est passionnant, mais l'heure tourne. Okay. Je ne voulais pas vous quitter sans évoquer, puisqu'il y a quand même l'actualité immédiate, cette fameuse... Alors, je précise que quand je vous ai envoyé cette invitation et que vous l'avez acceptée, c'était bien avant la commission, où on a pu entendre la commission d'enquête, où on a pu entendre Jean-Luc Mélenchon, et on a pu vous entendre également aux côtés de Prisca
Thévenot, j'ai eu un mot gentil sur les réseaux sociaux pour un mot de pitié. Donc suite à ça, en fait, il y a eu pas mal, énormément même de réactions sur les... Alors, j'ai failli dire, vous m'avez influencé, j'ai failli dire de gauche comme de droite, mais sur le secteur public ou le secteur privé, il y a eu beaucoup de réactions. Et alors très bizarrement, donc là, c'est la filature, c'est ça, qui a fait un superbe montage dont je me suis servi, je les remercie vivement. Bizarrement, mais je voulais avoir votre réaction là-dessus, il s'est retrouvé que chez CNews, on était beaucoup plus sympa avec vous, je veux dire globalement, et donc avec Mélenchon, que sur le service public. C'est quand même assez extraordinaire. Je vous laisse regarder les réactions, un extrait des réactions sur CNews. C'est assez sidérant, c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'on retient? Je disais trivialement qu'il nous a un petit peu mangé le cerveau pendant 1h45, quasiment Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai du mal à commenter autrement ce qui vient de se passer, à analyser autrement ce qui vient de se passer. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois le cerveau, pardon de ces expressions un peu triviales, mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien. Michel Fayette, pardon, je me perds parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il m'a un petit peu ramolli le cerveau là pendant 2 heures. Difficile de trouver un angle d'attaque pour le débusquer, tant il a réussi par ses fameuses pirouettes à sortir à chaque fois des questions. Ce livre sur Mélenchon, je l'ai fait un peu dans cette idée parce que je me suis dit il faut le prendre au sérieux. Je fais comme postulat de départ qu'il sera au second tour. J'en suis quasiment persuadé, et je suis aussi persuadé que dans un duel avec le Rassemblement national, on ne finirait absolument pas sur un 70-30, mais que le résultat serait beaucoup plus j'ai envie de dire équilibré. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants, et que vraiment, je pense que pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Bon, alors je suis pas dupe, je sais très bien qu'ils disent du bien pour dire du mal. Il est suffisamment intelligent pour avoir retourné tout le monde, avoir retourné nos cerveaux, c'est l'expression qui revient de manière assez récurrente, mais autre salle, autre ambiance. Voici votre collègue Antoine Léaumont qui se retrouve sur France Info. Et là, je l'ai rarement vu dans un état d'agacement comme celui-ci. Je ne vais pas dire qu'il pète un plomb, mais enfin, il est quand même sacrément agacé par ce qu'il a pu entendre pendant un quart d'heure sur le plateau et par la manière dont on va encore le maltraiter en direct avec des gens qui semblent tous et toutes, et ça renvoie vers un précédent message que vous aviez laissé sur les réseaux sociaux, ça renvoie vers l'idée que vous êtes à un contre tous, quels que soient les invités, les journalistes en plateau, et effectivement, on entend bien qu'ils sont tous d'accord entre eux et qu'ils approuvent tous et évidemment, il réprouve ce que dit votre collègue LFI. Je vous laisse écouter. Question, Monsieur Léaumont, de savoir s'il a répondu, véritablement aux questions des députés. Qu'est-ce que vous dites à Prisca Thévenot, qui dit on reste un peu sur notre faim? Il n'a pas été précis sur les questions posées. Elle dit même Joe l'embrouille. Alors Madame Thévenot a posé 3 questions extrêmement précises. Ensuite, elle s'est rendue sur BFM TV pour dire que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas répondu aux questions. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon non seulement a répondu aux 3 questions qui étaient très précises de Madame Thévenot, puis a demandé s'il manquait une réponse à une question. Madame Thévenot a relancé sur une 4e question à laquelle Jean-Luc Mélenchon a répondu. À la fin de ma question, il a très justement dit... D'ailleurs, je pense que je n'ai pas répondu à votre question, Madame Thévenot. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Je ne sais pas, mais en fait, regardez, vous savez quoi? J'invite vos téléspectateurs à regarder sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon l'intégralité de l'audition et à se faire leur propre opinion. N'écoutez pas les gens sur les plateaux télé qui vous racontent n'importe quoi. Bon, rendez-vous sur les réseaux sociaux, regardez, faites-vous votre opinion par vous-même, parce que décidément, même sur le service public de l'information, désormais, c'est de la désinformation. Dernière question, Monsieur Léaumont, après cette audition... maintenant, je me fais traiter de Trumpiste carrément. Je ne sais pas si vos auditeurs ont bien entendu. Je ne sais pas si c'était en plateau ou pas, mais je me fais traiter de Trumpiste. Vous imaginez? Allez, on va retrouver notre calme. Blabla dans mon oreille. Je vous réponds simplement en vous disant qu'il faut aller sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon où vous pourrez avoir accès à l'audition en entier. Juste, comment ça s'est passé?
cette audition? Très. C'est quoi l'ambiance à l'intérieur? Parce que vous étiez vraiment bien placé pour le coup. Très bien. On a été un peu surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de députés des autres formations politiques, ceux qui voulaient nous traîner dans la boue, etc. Et en fait, ils se sont cachés dans le placard. Le meilleur exemple, c'était Laurent Wauquiez. Ouais. Donc, c'est extraordinaire. Voilà, nous, on est arrivés là-dedans. On pensait qu'il y aurait une rangée de 7-8 députés qui seraient là, qui l'attendraient en essayant de lui faire un mauvais parti. Bon, c'était pas le cas. En réalité, ils se sont tous planqués. Donc, il a eu Jean-Luc Mélenchon a eu toute la place pour montrer ce dont il est capable intellectuellement, de montrer la cohérence de notre propos. Je crois qu'on a fait la lumière et Dracula s'est envolé, quoi. Et n'importe qui pouvait venir? N'importe quel député pouvait venir? En fait, dans une commission d'enquête, n'importe quel député, comme dans n'importe quelle commission, en fait, n'importe quel député peut se rendre, être présent. Le président, en principe, donne la parole en priorité à ceux qui sont officiellement membres de la commission. Bien sûr. Mais pour le reste, n'importe quel député peut être présent. Donc tous ceux qui nous injurient à longueur de temps et qui se font fort de faire la lumière sur, etc., ils se sont tous planqués, ils n'avaient rien à dire, ils n'ont pas de fait. C'était ça la vraie évidence de tout ça. Donc non, l'ambiance en réalité, elle a très vite été assez bon enfant, si je puis dire, puisque Jean-Luc Mélenchon était là avec son autorité intellectuelle, morale et politique, si je puis dire, et a éclaboussé un peu cette commission de son brio. Une toute dernière question, tu m'autorises, Amira? Allez, 2 minutes, Mourad. Ouais, même pas. C'est savoir simplement si vous avez une actualité. Est-ce que vous allez repartir sur les chemins de l'audiovisuel avec des propositions, peut-être pour les prochaines élections, les prochaines... Alors, on continue évidemment à creuser ce sillon-là. En ce moment, il y a une commission d'enquête voulue par l'extrême droite, le groupe d'Éric Ciotti, sur l'audiovisuel public. Donc, on essaye de tenir la tranchée dans ce cadre-là. J'arrête pas de faire des saisines de l'Arcom, de plus en plus sur de l'audiovisuel public, je dois dire, puisque récemment encore, et suite à la commission d'enquête et à l'audition de Jean-Luc Mélenchon, il y a les 2 anciens de CNews, là, monsieur Devers et monsieur Melun, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, les 2 jeunes qui sont venus faire du CNews maintenant sur le service public. Et l'un d'eux a expliqué qu'évoquer la personne ou l'histoire, la figure d'Averroès était une forme d'islamophilie électorale. Donc c'est un problème en fait qu'on dise un truc comme ça. C'est pas juste une opinion, il y a un sous-entendu évidemment assez raciste. Personne n'imaginerait qu'évoquer Spinoza c'est de la judéophilie ou qu'évoquer Descartes c'est de la catophilie. On voit bien qu'il a un problème avec ça. Donc ces gens-là ont été choisis à dessein pour faire du CNews sur France Info. Donc je pense qu'il va falloir tenir l'équilibre et faire comprendre que c'est indispensable d'avoir un service public de qualité dans l'audiovisuel, fort, mais de qualité, et donc pas laisser ces transformations en cours qui nous mettent tous en danger. Comme dirait l'autre, il y a du boulot. Merci beaucoup. J'invite les internautes à suivre notamment vos comptes sur les réseaux sociaux pour une raison simple. D'abord parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais surtout vous prévenez à chaque fois que vous saisissez l'Arcom notamment. Et donc c'est toujours intéressant d'être au courant qu'il y a des députés qui font cette démarche. Et même si... Voilà. Mais vous reviendrez dans une autre émission parce que j'ai vraiment envie qu'on n'a pas eu le temps malheureusement de parler de l'Arcom, mais il faut vraiment qu'on parle de l'Arcom. Et je pense que je ferai une spéciale sur l'Arcom et vous serez évidemment le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Aurélien Saint-Toul. Merci. Et puis merci à toi Mourad, on se revoit la semaine prochaine. Avec grand plaisir, juste avant les fêtes. Exactement. Et d'ailleurs on a beaucoup parlé de TNT aujourd'hui. Nous aussi on va aller sur la TNT et on a besoin de vous. Alors signez la pétition à TNT desindés.fr. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Excellente suite des programmes sur le média et à très vite.